Donc, je suis accompagnée du docteur Riyad Boukris, de Céline Dervin et de moi-même Christelle Knappen, qui sommes coordinatrices NICAP au sein de la clinique de néonatologie. Et nous allons vous présenter notre réflexion sur la prise en charge de la douleur. Je vais commencer par une présentation de la clinique de néonatologie. Donc, elle est composée de 3 unités. L'unité de réanimation néonatale qui compose 16 lits, l'unité de soins intensifs qui est de 24 lits, et ensuite l'unité de médecine appelée chez nous l'unité arc-en-ciel qui a une capacité de 21 lits. Ce qui fait au total 61 lits pour environ 230 professionnels, soignants, médicaux et paramédicaux. Le centre de Lille est aussi le centre de recours de la région du Nord-Pas-de-Calais pour toutes les pathologies chirurgicales et les pathologies qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire, telles que les maladies métaboliques, les épidermolyses bulleuses. Voilà. Le centre aussi accueille aussi donc, les prématurés à partir de 23 semaines. Et depuis quelques années, l'implantation du NICAP fait partie des priorités de la clinique de néonatologie. Ainsi, il y a un poste de coordinatrice NICAP qui a été créé depuis 2018, sur lequel tournent 4 puéricultrices, qui nous permet à la fois de rester dans les soins et à la fois d'alterner avec le poste de coordinatrice. Et depuis aussi, les formations NICAP sont en cours, notamment par le biais du centre de Toulouse, qui nous a initiés. Et depuis 2 ans maintenant, les formations de soins de développement de niveau 1 sont réalisées en interne. Il y a 97 personnes, puéricultrices infirmières qui sont formées et 6 médecins. Pour le niveau Fine, il y a 24 puéricultrices IDE et 3 médecins qui sont formés. Et pour le niveau 3, qui est le NICAP, il y a 2 puéricultrices qui sont certifiées. Il y a 3 personnes en cours, dont 1 médecin et les 2 coordinatrices qui sont sur le poste. Alors, notre constat, en fait, pour notre réflexion sur la prise en charge de la douleur, c'est qu'il y a de nombreuses procédures douloureuses qui sont réalisées au quotidien, en fait, dans nos services. Donc, si on reprend l'étude EpiPain, un nouveau-né hospitalisé en néonat est exposé en moyenne à 115 procédures douloureuses pendant les 2 premières semaines de vie. Donc, quand on entend procédures douloureuses, ce ne sont pas seulement en fait les piqûres au talon, les poses de voies veineuses. Il y a aussi en fait tous les soins de routine, les soins quotidiens en fait qu'on peut réaliser au bébé. Donc les soins des yeux, les soins de bouche, les changes qui sont parfois faits jusqu'à 8 fois par jour et qui peuvent apporter de l'inconfort en fait à l'enfant. Et puis au sein de notre clinique de néonatologie, avec le début des observations, nous nous sommes aperçus en fait que les échelles d'évaluation de la douleur étaient peu ou mal utilisées. En effet, parfois, un bébé qui avait peut-être un traitement sous morphine n'avait pas de cotation sur le poste infirmier, ou à l'inverse, un bébé était coté au bout de 2 heures après la prise de poste avec un EDIN à 8, alors que l'EDIN, il faut quand même 4 à 5 heures d'observation pour pouvoir bien coter l'échelle de douleur. Et puis, certaines fois, les échelles étaient utilisées dans des situations non appropriées. Des enfants intubés ventilés avaient une cotation par l'échelle EDIN, alors qu'on avait en réanimation l'échelle Behavior qui était plus adaptée. Et donc, nous sommes partis de ces observations pour mettre en marche le travail sur la douleur. Alors, nos axes de réflexion, c'est vraiment comment mieux prévenir, mieux évaluer et mieux prendre en charge donc, la douleur et l'inconfort de nos nouveau-nés. Le premier but, c'est d'optimiser l'observation du comportement du bébé, alors le plus possible avec la collaboration des parents. Améliorer aussi l'information et accompagner les parents dans la reconnaissance des signes de douleur et d'inconfort de leur bébé. Et tout ça pour permettre une augmentation de leur présence et de l'implication dans l'évaluation et dans la prise en charge de la douleur auprès de leur bébé. Notre objectif de cette réflexion était donc d'affiner l'observation des soignants au comportement du bébé, mais aussi celle des parents et d'améliorer la collaboration et le partenariat avec les parents. Alors, notre méthodologie,
C'était tout nouveau pour nous de travailler voilà, avec nos 3 unités en transversale sur un projet aussi important. Donc, on a créé un groupe de réflexion avec des personnes motivées sur ce sujet. On a réalisé un état des lieux dans la clinique de néonatologie sur ce qui était fait. On a pu ensuite créer une carte conceptuelle qu'on va vous présenter par la suite. Et puis, suite à nos recherches bibliographiques, nous avons pu trouver une échelle comportementale, en fait, plutôt avec du vocabulaire d'observation destiné aux bébés prématurés, qui nous semblait plus adapté justement pour mieux coter la douleur chez les nouveau-nés. Et puis, il y a la phase de formation de l'ensemble de l'équipe. Donc maintenant, on va vous présenter les résultats. Alors, concernant les référents de douleur, donc dans chaque unité, des groupes de référentes ont été créés. Donc en réanimation, on a un groupe de 12 IDE-PDE référentes. Alors pour avoir une petite idée du nombre de personnes totales travaillant en réanimation parmi les soignants, ça fait 51,1 équivalents temps plein. Dans le service de soins intensifs, il y a 11 IDE-PDE pour un équivalent temps plein de 50,3. Et sur Arc-en-Ciel, il y a 5 IDE-PDE pour un équivalent temps plein de 23. Au sein de la clinique, on a donc fait aussi un état des lieux, donc des différents protocoles qui existaient. Il y avait d'ailleurs un protocole qui avait été travaillé par l'équipe de soins intensifs dans le cadre de l'IHAB. Et aussi, on a recensé tous les mémoires et toutes les thèses qui avaient été créées sur cette thématique-là. On a aussi fait un recueil des différents scores et échelles qui étaient utilisés dans les 3 unités. Donc, on a recensé l'échelle des DAN, la DAN, l'échelle Comfort Behavior et le score de Finnegan. Et ensuite, on a aussi l'avantage d'avoir le NAEP. On en a déjà parlé lors de la présentation antérieure. Donc, ce NAEP est un scope en fait qui est basé sur le système parasympathique et qui va donner un score. On dit que si le score il est entre 0 et 50, l'enfant n'est pas confortable. Entre 50 et 80, l'enfant est plutôt confortable. Et au-delà de 80, on va dire que l'enfant est trop sédaté. L'élaboration de la carte conceptuelle, alors elle s'est faite sur plusieurs réunions avec l'ensemble des référents de douleur. Et donc, l'idée, c'était de prendre ce thème de douleur et de pouvoir mettre toutes nos idées sur ce qu'on pouvait apporter justement dans nos services. Donc, la définition, voilà, il fallait débuter par définir qu'est-ce que la douleur, aiguë, prolongée ou procédurale, différencier du stress et de l'inconfort également du bébé, l'impact que pouvait avoir la douleur justement sur la santé, sur l'enfant, sur les parents et les soignants, que ce soit du coup à court terme dans nos services, à moyen terme, mais aussi justement après dans le suivi en consultation par exemple. C'était important du coup de pouvoir connaître la prise en charge de la douleur, tout ce qu'on peut mettre en place au niveau pharmacologique, mais aussi les moyens environnementaux et comportementaux, d'autant plus que là, nous sommes dans la démarche de NIDCAP et donc ça, c'est très important à mettre en place actuellement. Une démarche de formation justement avec le FINE qu'on met en place, les formations, les outils qu'on a à disposition dans les services, une démarche d'information également au niveau des parents mais des soignants, et puis la prévention. On a choisi le terme de reconnaître, l'item de reconnaître la douleur comme premier axe de travail. Alors tous sont très importants, mais on s'était dit que pour bien justement la prendre en charge, pour bien la prévenir, pour bien former les parents, mais aussi les collègues, c'était important de bien reconnaître la douleur. Donc, on a réévalué voilà, les outils standardisés, comme vous disait Christelle, et puis fait des recherches bibliographiques sur les échelles existantes et qui pourraient être plus spécialisées pour les bébés prématurés. Donc, le choix de l'échelle. Notre choix s'est porté vers l'échelle NeoComfort. Alors, pourquoi l'échelle NeoComfort ? Tout d'abord, en fait, c'est une version modifiée de l'échelle la Comfort Behavior qui était déjà utilisée dans l'unité de réanimation néonatale.
Ensuite, c'est une échelle d'hétéroévaluation, qui va mesurer la douleur et aussi le niveau de sédation. Elle comporte différents items que je vais détailler juste après. Ensuite, c'est aussi une échelle qui avait déjà été testée sur Rotterdam, qui est un centre NICAP, et donc qui correspond parfaitement à nos attentes en matière d'implantation du NICAP au sein de la clinique. Elle a été introduite à Rotterdam en 2005, après une période de test et d'évaluation de 6 mois. Et ensuite, il a fallu aussi la traduire. Donc, il y a une traduction en local qui a été réalisée, traduction en français, par le docteur Madame Véronique Fiera, qui nous a accompagnés tout au long du projet, et le docteur Riyad Boukris aussi. Une double traduction donc, qui a été faite, et ensuite, une réunion de consensus a été instaurée pour mettre en adéquation cette traduction. Alors, quand utiliser l'échelle, donc elle nous permet d'évaluer la douleur aiguë et ou prolongée du bébé, mais aussi la profondeur de sédation en néonatologie. Elle mesure d'une part l'excès de sédation et d'autre part l'excès de douleur chez les enfants ventilés ou non. Et pour cela, en fait, il existe 2 échelles bien distinctes avec des critères qui sont différents et que Christelle va vous présenter. Donc, on vous a mis sur le PowerPoint les 2 échelles. Donc, à gauche, vous avez la partie de l'échelle pour l'enfant intubé et à droite pour l'enfant en ventilation spontanée. Donc, vous voyez, elle comporte 6 items avec chaque item qui va une cotation de 1 à 5. Donc, le premier item, ce sera la vigilance. Le deuxième item, c'est l'état de calme ou d'agitation. Le troisième item diffère là dans les 2 grilles entre l'enfant intubé. On va parler de plus respiration. Est-ce qu'il respire ou pas? Est-ce qu'il lutte sur sa machine ou pas? Et de l'autre côté, sur la partie ventilation spontanée, est-ce qu'il manifeste des pleurs ou non? Le 4e item, ce sera les mouvements. Ensuite, on va parler de la tension du visage et du tonus musculaire. On s'aperçoit que les items correspondent beaucoup à la théorie synactive, qui est un des éléments fondamentaux dans le NICAP. Cette échelle, elle va pouvoir être utilisée. C'est une cotation qui dure sur 2 minutes, donc ce qui est plutôt court. Et elle a l'avantage de pouvoir être utilisée à différentes reprises au cours d'un même poste. Alors, cette échelle, une fois traduite, il fallait qu'on puisse se l'approprier au mieux. Et avant de la diffuser à l'équipe, on voulait la tester entre coordinatrices. C'était le choix aussi émis avec l'équipe médicale, puisqu'on était déjà en fait un peu plus axé sur l'observation du bébé et les termes spécifiques notamment étaient plus connus, en fait plus maîtrisés pour nous. Donc, on a fait en fait des observations par binôme de coordinatrices. On a coté chacune ensemble 10 échelles en fait pour les enfants intubés et 10 pour les enfants non intubés. Et puis, on a mis en parallèle en fait nos cotations. Est-ce qu'on était dans le même écart-type? Est-ce qu'il y avait une grosse différence en fait dans l'observation? Avec toujours une discussion post-réalisation de l'échelle pour pouvoir prendre en compte aussi l'environnement et puis voilà ce qui s'était passé pour l'enfant avant la cotation. À moyen terme, une fois que les 10 échelles étaient validées, qu'on était dans les mêmes écarts-types, on a fait le choix de pouvoir réaliser des évaluations avec justement nos référents de douleur qu'on avait sollicités pour la réalisation de la carte conceptuelle, pour qu'elles puissent aussi découvrir en fait cette échelle et se l'approprier. Donc, on a voilà, quelques résultats avec nos référentes douleurs, tout en sachant que parmi ces référentes douleurs, beaucoup ont eu la formation de niveau en soins de développement et la formation FINE, ce qui monte aussi en fait le niveau d'observation au sein de nos services. Et puis, à long terme, on aimerait justement que nos référentes douleurs puissent accompagner et binômer avec l'ensemble des membres des équipes pour pouvoir diffuser l'échelle. Donc là, je vais vous présenter quelques résultats de notre réflexion. Comme Céline vous a dit, nous avons réalisé des observations.
Donc là, le premier graphique vous montre la concordance entre deux observations réalisées par deux des coordinatrices. Donc vous avez en bleu les résultats des scores. À gauche, vous avez en jaune, en fait, dans la grille, si vous avez un résultat de 6 à 10, vous montre que l'enfant, soit il a un excès de sédation, soit il est très fatigué, ou alors aussi, on s'est aperçu au fur et à mesure des observations qu'un enfant qui est en phase de sommeil profond aura aussi un score qui sera très faible. Ensuite, en vert, vous avez un score qui est dit normal, donc entre 11 et 17. Au-delà de 17, donc de 18 à 22, on peut dire qu'il y a une douleur ou un inconfort possible. Et en rouge, un score de 23 à 30 montre une douleur certaine. Donc là, vous voyez 10 observations. On se rend compte que sur les 10 observations, il y en a 8 qui sont dans les mêmes zones. Seule l'observation numéro 1 et l'observation numéro 7, on voit des petites divergences qui sont aux alentours de 3 points de discordance entre les deux observations. En fait, 3 points, ce qui n'est pas énorme, mais qui fait quand même dire que les scores sont dans des seuils différents, en fait. On voit la première observation, le score pour la première observatrice nous dit qu'il est dans un score normal, et pour la deuxième observatrice, qu'il y a une douleur ou un inconfort possible. Il faut bien savoir que ces résultats, en fait, ont été, ça c'est les premiers résultats des grilles. Donc, comme l'a bien dit Céline, au fur et à mesure de notre observation et de nos formations, notamment par le FINE, la qualité des observations devient plus fine et s'améliore. Et après chaque observation, notamment encore plus quand il y avait des divergences de scores, il faut savoir qu'il y avait un échange et des discussions sur sur les résultats obtenus, et chacun a pu expliquer son observation. Par rapport à ça, on a donc apporté quelques petites modifications dans la grille pour lesquelles parfois on est en difficulté, notamment par exemple pour l'item vigilance. On se rend compte que dans la grille, il y a 5 états comportementaux, et on est en difficulté quand l'enfant était en somnolence. Ainsi, on avait proposé de prolonger la durée d'observation d'1 minute. Donc, au lieu de faire une observation de 2 minutes, d'essayer de passer à 3 minutes pour voir si l'enfant passait dans un stade de sommeil différent. Ensuite, les mouvements. Parfois, on avait aussi besoin d'augmenter. On était parfois entre un nombre de mouvements qui permet pas vraiment de coter un seuil, et donc on augmentait aussi la durée d'observation d'1 minute. Voilà. Ensuite, on va vous présenter donc la deuxième grille, mais là, donc toujours 2 coordinatrices, mais avec des enfants qui sont intubés. Et donc là, on s'aperçoit que sur les 10 observations, il y en a 8 qui sont dans la même zone et 2 qui sont dans des zones différentes, notamment pour les observations numéro 9 et les observations numéro 10. D'où l'intérêt, parfois là, surtout quand on a des discordances ou quand l'enfant est à un seuil limite entre 2 stades, de ne pas hésiter à recoter dans le courant de la matinée ou au niveau du poste. Alors, ce graphique permet d'illustrer en fait une cotation d'échelle en ventilation spontanée entre une coordinatrice et une référente douleur, mais qui a également bénéficié de la formation FINE 2. C'est un graphique qui a été réalisé il y a quelques semaines. Donc, on voit quand même l'évolution sur l'utilisation de la grille. On voit que du coup, les 4 observatrices étaient dans le même écart type au niveau de la cotation de douleur. Donc, on a quand même plutôt une observation qui s'est affinée au fil des mois et des années. Donc là, on vous avait dit qu'on faisait les formations de niveau 1, initiation de son développement sur site. Et donc, au cours de ces 2 jours de formation, on passe 1 heure et demie sur la douleur.
On s'était dit que la NeoComfort était utilisée en réanimation pour les enfants intubés et que la version pour les enfants en ventilation spontanée n'était pas encore utilisée. Donc pendant cette 1h30 sur la douleur, on passe une petite vidéo et donc on distribue la grille à chacun. Pour certains, c'est vraiment une découverte de la grille parce que tout le monde ne passe pas par la réanimation, ne travaille pas en réanimation. On explique la grille, les items, on passe la vidéo une première fois, une seconde fois, et chacun prend un temps pour coter. Donc là, on a relevé toutes les cotations. Donc sur les 14 personnes, dans les 14 personnes, donc, il y avait 2 coordinatrices NICAP, puisque nous animons la formation. Et on observe que sur les 10 observations, il y a 4 personnes pour lesquelles il y a une zone différente dans la cotation. Ce sont les personnes A, B, J et K. Et ensuite, on a refait une deuxième série d'observations, rapidement après, et on observe que sur les 14 observations, il y en a 13 qui cotent la même zone. Donc, on voit quand même qu'assez rapidement, il y a une amélioration dans la cotation de la grille et une grille qui est très rapidement, on s'approprie très rapidement cette grille. Alors, au niveau de la discussion du travail, donc les points forts de la démarche, c'est une utilisation rapide et facile de l'échelle, comme vient de vous le présenter Christelle. On se l'approprie assez facilement. Une observation qui est affinée et on harmonise ses capacités d'observation parce que tout le monde est capable d'observer, mais de faire le lien sur ce qu'on observe et puis ce que veut dire en fait la lecture du bébé. Et ben là, on voit des progrès dans nos équipes. Une sensibilité à l'impact de l'environnement sur l'expression de la douleur. En fait, sur la grille, il y a aussi un petit item où on peut noter en fait si il y a la lumière grande allumée, s'il y a beaucoup de bruit dans la chambre. Et donc ça peut aussi jouer sur l'inconfort en fait du bébé. Donc en lien de nouveau avec le NICAP. Souvent, l'observation est faite en présence des parents et parfois même en collaboration avec eux. On leur demande comment ils trouvent leur bébé aujourd'hui, est-ce qu'il semble plus confortable, moins inconfortable. Et très souvent, sédation en cas d'excès de sédation chez les bébés intubés ventilés. Les points faibles, par contre, de la démarche, c'est un projet chronophage, en fait, parce qu'on l'a mis en route en 2019. On sait que voilà, il y a eu le Covid, il y a eu des étapes qui font qu'on a perdu un peu de temps. Mais voilà, on avance tout doucement. Une limitation dans le temps pour l'action de cotation. C'est vrai que, comme disait Christelle, il faut coter plusieurs fois sur le poste, mais ça permet d'avoir quelque chose de plus ajusté et d'individualisé pour le bébé. Et par contre, c'est une échelle qui est non validée pour les enfants présentant des lésions neurologiques. Notre réflexion est toujours en cours. Ces perspectives. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, la NeoComfort pour les enfants intubés donc, a déjà été mise en place après tout le travail d'accompagnement dans les unités parce que la Comfort Behavior était déjà utilisée et donc elle était assez facile à mettre en place. Elle est déjà mise dans l'utilisation du logiciel de prescription et dans les mois à venir, dans les semaines et mois à venir, on aimerait bien mettre en place la partie la NeoComfort pour la ventilation spontanée. On aimerait aussi un accompagnement des parents qui soit encore plus important, avec une implication des parents qui soit aussi exponentielle, notamment par la mise en place du Comfi qui a été retravaillé par la SFN et que nous comptons mettre en place très prochainement dans les unités. Et aussi, on voudrait poursuivre nos cotations et améliorer la qualité de nos relevés pour créer des statistiques. Merci pour votre attention. Merci à vous, les coordinatrices de NICAP de Lille. Alors, merci d'avoir tenu le temps aussi.
Et donc, certains l'ont peut-être déjà vu, on a une première question sur l'échelle confort Néo, à savoir la traduction et la validation de l'échelle en français. Je sais qu'il y a déjà plusieurs services qui l'utilisent. Ici à Créteil, c'est le cas aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la question de la traduction et de la validation en français? En fait, la traduction en français, c'était une traduction purement locale. C'est pas une traduction approuvée scientifiquement. On a fait la traduction, moi de ma part et Madame Pierrat, et après on a essayé de se revoir, de faire le point un peu sur les trucs qui sont différents et de refaire un peu une remarche en arrière pour retraduire en anglais, pour voir si ça colle bien avec la version anglaise. Et après, ça a évolué un peu avec l'utilisation parce on s'est rendu compte au fil de l'utilisation qu'il y a beaucoup d'items qui font confusion et qu'on ne trouve pas que le terme français est bien adapté et ça ce qu'il veut dire en anglais. Donc, on a fait des petites modifications après derrière sur la version pour qu'elle soit plus adaptée à nos pratiques. Par exemple, dans la grille, effectivement, dans l'item calme et agitation, on parlait plutôt d'anxiété du bébé. Et donc ça, c'était très difficile en fait pour nous d'évaluer l'état d'anxiété d'un bébé prématuré. Et donc, on est plutôt passé sur l'item agitation. Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ou partage, sans forcément une question? Eh bien, merci. On va passer au... J'ai juste une question complémentaire par rapport à la réponse de la traduction. Ça signifie que du coup, on ne pourrait pas transposer dans un autre hôpital ce qu'ils ont déjà réalisé, comme ça n'a pas été, comme eux, ils ne l'ont pas validé de leur côté. Il faudrait qu'on repasse forcément par un travail de traduction, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord, merci. Peut-être un travail de recherche pour faire valider cette échelle en français. On a une dernière question sur la fréquence d'utilisation que vous recommanderiez suite à toute cette démarche réflexive intense. En systématique chaque jour. En fait, 2 minutes sur tout un poste, c'est court. Donc, c'est vrai qu'on recommande de la faire 2 voire 3 fois sur le poste, ce qui nous permet d'avoir une meilleure vision de toute la séquence de soins et de tout le comportement du bébé, notamment quand on apporte des modifications, parce que bien souvent, on se rend compte aussi que les modifications apportées ne sont pas forcément la mise en place d'un traitement antalgique. C'est aussi une action sur soit son environnement, sur son installation. Et donc, à partir du moment où on apporte une modification, il est conseillé de refaire une évaluation derrière pour évaluer l'action. On vous remercie. Et on a donc les dessins de Morgane qui sont arrivés sur votre communication. Merci Morgane. Merci à vous. Merci. Et on va maintenant accueillir. Merci. Alors, on a une toute dernière question d'invité-invité. Est-ce qu'on a une différence dans l'investissement et la présence des parents? Vous avez parlé de leur implication, mais voilà, suite à ce travail-là, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à eux?
Maintenant des soins de développement dans la clinique et le début des observations NIDCAP, on observe de plus en plus les bébés en fait des 3-4 jours de vie et on inclut les parents aux observations et donc ils sont de plus en plus présents également, que ce soit pour les observations NIDCAP, les soins quotidiens, le pot à pot et puis pour la réalisation des gestes douloureux.